Vous écoutez On lit pour vous. Avez-vous déjà croisé votre « vous » du futur sans vous en rendre compte? Un texte de la rédaction paru le 27 juillet 2026 dans Futura Science. Bondir dans le futur, revenir corriger le passé. Le voyage temporel fascine autant les auteurs de science-fiction que les physiciens. Mais que dit vraiment la science? La réponse est déconcertante. Aller de l'avant est possible, revenir en arrière relève au mieux de l'extrêmement improbable. Pourrions-nous un jour construire une machine à explorer le temps, filer vers le passé lointain ou rendre visite à nos arrière-petits-enfants? Répondre suppose de comprendre comment fonctionne le temps, ce dont les physiciens sont encore loin d'être certains. Une chose peut néanmoins être affirmée avec assurance. Voyager vers le futur est réalisable, tandis que remonter le temps est soit follement difficile, soit absolument impossible. Le futur, une affaire de vitesse et de gravité. Tout commence avec les théories de la relativité d'Albert Einstein, qui décrivent l'espace, le temps, la masse et la gravité. Leurs conséquences majeures: l'écoulement du temps n'est pas constant, il peut accélérer ou ralentir selon les circonstances. C'est ici que le voyage temporel devient scientifiquement exact, avec des répercussions bien réelles, explique Emma Osborne, astrophysicienne à l'Université de York. Le temps passe ainsi plus lentement quand on se déplace vite, à condition d'approcher la vitesse de la lumière pour que l'effet soit significatif. D'où le fameux paradoxe des jumeaux. Celui qui devient astronaute et file dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière vieillit moins vite que celui resté sur Terre. Si vous voyagez puis revenez, vous êtes réellement plus jeune que votre frère jumeau, résume Vlatko Vedral, physicien quantique à l'université d'Oxford. Les jumeaux Scott et Mark Kelly l'ont vécu pour de vrai, Scott ayant passé des mois dans l'espace, quoique bien en deçà de telle vitesse. La gravité produit un effet comparable. Le temps ralentit dans un champ gravitationnel intense, comme celui d'un trou noir. Votre tête vieillit plus vite que vos pieds, car la gravité terrestre est plus forte au niveau du sol, illustre Emma Osborne. Ce phénomène est au cœur de l'intrigue du film Interstellar. Un décalage que nos GPS doivent corriger. Dans notre quotidien, ces effets relativistes sont trop infimes pour être perçus. Ils affectent pourtant les satellites de géolocalisation. Les horloges là-haut avancent plus vite que celles sur Terre et doivent être constamment réajustées, précise l'astrophysicienne. Sans cette correction, les services de cartographie se tromperaient d'environ 10 km par jour. Voyager vers le futur sans machine. La relativité rend donc le voyage vers l'avenir possible, et il n'est même pas besoin d'une machine à proprement parler. Il faut soit se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière, soit séjourner dans un champ gravitationnel intense, ces deux actes étant essentiellement équivalents. Le résultat est le même dans les deux cas. Vous vivrez un temps subjectif relativement court, tandis que des décennies ou des siècles s'écouleront dans le reste de l'univers. Pour voir à quoi ressemblera le monde dans plusieurs centaines d'années, c'est la marche à suivre. En revanche, revenir en arrière s'annonce infiniment plus ardu. Le passé, un casse-tête théorique. Cela pourrait être possible ou pas, tempère Bharak Shoshani, physicien théoricien à l'université Brock au Canada. Ce que nous avons pour l'instant, ce sont des connaissances insuffisantes et peut-être des théories insuffisantes. La relativité offre bien quelques pistes, mais nettement plus théoriques. Les gens se contorsionnent l'esprit pour trouver des façons de réagencer l'espace-temps afin de rendre possible le voyage vers le passé, observe Cathy Mack, cosmologiste théoricienne à l'Institut Perimeter. Une voie consiste à créer une courbe fermée de type temps,
un chemin à travers l'espace et le temps qui boucle sur lui-même. Celui qui l'emprunterait se retrouverait au même endroit et au même instant qu'au départ. Le logicien Kurt Gödel en a publié une description mathématique dès 1949. Mais l'approche déçoit à plusieurs titres. Nous ignorons si cela existe quelque part dans l'univers. Souligne Vlatko Vedral, c'est purement théorique, sans la moindre preuve. Mais, avec des moyens technologiques bien supérieurs, il paraît improbable que nous puissions en créer volontairement, ajoute la philosophe Emily Adelm. Et quand bien même, nous n'en voudrions pas. Vous répéteriez littéralement la même chose encore et encore, note Vedral. Autre scénario décrit en 1991 par le physicien Richard Gott. 2 cordes cosmiques se croisant en sens inverse créeraient des courbes fermées autour d'elles. Séduisant, mais où trouver ces objets hypothétiques jamais détectés? Nous n'avons aucune raison de croire que les cordes cosmiques existent, tranche Cathy Mack, ni qu'elles se croiseraient si commodément. Les trous de verre, une impasse. Reste un phénomène apparemment autorisé par la relativité, les trous de verre. En théorie, l'espace-temps pourrait être plié comme une feuille de papier, permettant de percer un tunnel entre 2 points très éloignés. Les trous de verre sont théoriquement possibles en relativité générale, confirme Vedral. Les problèmes s'accumulent pourtant. D'abord, aucune preuve de leur existence. On a montré mathématiquement qu'ils peuvent exister, mais qu'ils existent physiquement est une autre affaire, nuance Emma Osborne. Ensuite, ils seraient extrêmement éphémères. Souvent décrits comme 2 trous noirs reliés, ils posséderaient un champ gravitationnel si intense qu'ils s'effondreraient sous leur poids. Enfin, ils seraient microscopiques, incapables de laisser passer un humain, ni même une bactérie. En théorie, ces 2 obstacles pourraient être levés, mais au prix d'une quantité colossale d'énergie négative. Ce phénomène pourrait exister à l'échelle la plus infime, dans des espaces plus petits que des atomes. Un champ d'énergie doit être globalement positif, mais peut contenir de minuscules poches négatives. Ce qu'il faudrait, c'est étendre ces poches, explique l'astrophysicienne avant de conclure qu'elle ne pense pas cela possible de quelque manière que ce soit. Cela ne ressemble pas à une proposition très réaliste, résume Vedral. Et du côté du quantique, la mécanique quantique offre-t-elle une échappatoire? Elle décrit l'infiniment petit, où la physique défie nos intuitions. L'une de ses observations les plus étranges est la non-localité. Le changement d'état d'une particule peut influencer instantanément une autre particule intriquée, située ailleurs, ce qu'Einstein appelait une action fantomatique à distance, démontrée expérimentalement à maintes reprises et couronnée par un prix Nobel. Beaucoup de physiciens sont très mal à l'aise avec cette non-localité, note Emily Adelm, car un effet instantané supposerait une information voyageant plus vite que la lumière, ce qui est censé être impossible. Certains proposent donc d'autres interprétations qui suppriment la non-localité mais bousculent notre conception du temps. Au lieu d'un effet non local instantané, vous enverriez votre effet dans le futur et à un moment donné, il ferait demi-tour pour repartir dans le passé, explique-t-elle. Cela paraîtrait instantané. La rétrocausalité ne fera pas de nous des voyageurs. Cette interprétation introduit ce qu'on appelle la rétrocausalité, où des événements futurs influencent le passé. Elle est loin de faire l'unanimité, de nombreux physiciens la jugeant aussi dérangeante que la non-localité, sinon davantage. Et même si elle était réelle, elle ne nous transformerait pas en voyageurs du temps. La rétrocausalité, ce n'est pas tout à fait la même chose que le voyage temporel, précise Adelm. D'une part, les observations de non-localité ne concernent qu'un nombre infime de particules. Passer à l'échelle humaine, ou même à celle d'une feuille de papier, serait un immense défi. D'autre part, il est impossible d'envoyer un message dans le passé. La rétrocausalité est très spécifiquement dissimulée par sa mise en œuvre.
Dans une expérience type, le résultat obtenu par un chercheur dépendrait d'une mesure effectuée plus tard par un autre, mais uniquement si cette seconde expérience détruit toutes les traces de la première. Vous enverriez en un sens un signal vers le passé, mais seulement en détruisant tous les enregistrements de ce qui s'est passé, résume la chercheuse, ce qui interdit toute utilisation pratique. Une porte laissée entr'ouverte. Selon notre compréhension actuelle de l'univers, nous pourrions donc potentiellement voyager vers le futur, tandis que remonter le passé s'annonce rédhibitoire. La seule brèche restante tient à l'incomplétude des théories sur lesquelles tout cela repose. Relativité et mécanique quantique fonctionnent très bien, chacune dans son domaine, mais elles sont incompatibles. Et malgré des décennies d'efforts, aucune théorie ne les unifie. Tant que nous n'aurons pas cette théorie, nous ne pouvons pas être sûrs, conclut Barak Shoshani. Une consolation toutefois. Le temps de lire cet article, vous avez déjà voyagé de quelques minutes vers le futur. C'était « Avez-vous déjà croisé votre vous du futur sans vous en rendre compte ?» Un texte de la rédaction paru le 27 juillet 2026 dans Futura Science. La deuxième misogynie. Une chronique de Benoît Lelièvre, parue le 1er juillet 2026 dans Urbania. Andrew Tate et les incels ne sont qu'une partie du problème. C'est encore arrivé. Les femmes se sont retrouvées, une fois de plus, dans le viseur d'un homme qui s'estimait floué par leur droit de vivre une vie indépendante de ses désirs. Résultat, 3 personnes, dont le tueur, sont mortes. Les réseaux sociaux se sont enflammés contre la misogynie et le masculinisme et nos politiciens ont plaidé pour un meilleur contrôle des armes à feu. Puis, tranquillement, tout le monde est retourné à sa petite vie. On essaie de se changer les idées, de profiter de l'été et d'oublier qu'on vit dans un monde où on ne contrôle rien. Tout ça en attendant la prochaine fois où l'on aura à repartir le même carrousel d'indignation impotente. Loin de moi l'idée de lancer la première pierre. Je suis aussi coupable que vous d'essayer de me distraire quand les temps sont durs. En ma qualité de journaliste culturel, c'est aussi un peu ma job d'édulcorer la colère sociale. De vous donner des portes de sortie pour éviter des émotions trop inconfortables. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire. Parce qu'on n'a pas le choix de commencer à se poser des questions difficiles pour faire les constats nécessaires si on veut arrêter de tourner en rond un jour. Loin de moi la prétention de détenir la clé permettant d'éradiquer la misogynie de notre société une fois pour toutes. Plutôt, j'ai envie de vous parler d'un problème dont on ne discute à peu près pas en ligne. D'une forme de misogynie tellement ancrée dans nos habitudes qu'on l'accepte tous, sans jamais la remettre en question. La misogynie ouverte versus la misogynie systémique. Ça fait mal à recevoir, hein? Le premier instinct, c'est de se braquer et de chercher à prendre ses distances. Voyons donc, je n'ai aucune misogynie en moi. Je suis le premier à dénoncer le masculinisme, les incels et les débordements de toutes sortes. Je partage toutes les publications de Martine Delvaux et de SOS Violence Conjugale sur mes réseaux sociaux. Ce gars-là dit n'importe quoi. Je comprends votre inconfort, mais restez avec moi. C'est facile de s'élever contre Andrew Tate, Jordan Peterson et toutes les autres figures qui prônent une misogynie décomplexée. Après tout, il s'agit de narcissiques en perpétuelle campagne de marketing pour leur propre culte de la personnalité. Ils sont le miroir déformant de tous les gourous du bien-être.
Vous aviez un problème dont vous ignoriez l'existence, et moi seul détiens la solution pour le régler. C'est sans doute pour cette raison qu'on observe un important roulement au niveau de leur public. La misogynie de Tate et Peterson est ouverte, grossière et caricaturale, mais elle n'est qu'une forme parmi tant d'autres. Et c'est là qu'arrive la misogynie que je qualifierais de systémique. C'est celle, infiniment plus insidieuse, qu'on transmet via les stéréotypes, les idées reçues et conventions narratives. Elle a beau souvent passer sous le radar, elle est en grande partie responsable du façonnement des attentes et comportements des jeunes garçons qui la perçoivent sans qu'elle ne soit jamais nommée. Les masculinistes comme Andrew Tate et Claviculaire ne naissent pas dans les choux. Leurs idées et surtout leurs attentes envers les femmes leur sont transmises par une source inépuisable de misogynie, une source à laquelle nous nous abreuvons aussi. La télé, les vues, les romans, la musique. La misogynie se transmet par les histoires qu'on se raconte pour comprendre le monde. Bien avant que le masculinisme n'ait pris les réseaux sociaux en otage, les femmes étaient assujetties au regard de l'homme dans la culture populaire d'une manière si banalisée et omniprésente qu'à moins de s'y intéresser, on ne l'apercevait même pas. Le petit nerd gêné, dont la pureté des sentiments triomphe sur l'adversité et qui finit avec la reine du bal à la fin du film. Les femmes comme trophées à être conquis dans à peu près toutes les comédies romantiques. À ce sujet, avez-vous remarqué comment la plupart de ces films finissent sur le premier bec? La femme célibataire est sexuellement épanouie comme victime de violences sexuelles dans les films de slasher. Au goût des hommes. Exemple bien personnel. Mes premiers souvenirs de socialisation avec une fille impliquent presque invariablement un adulte qui me demande si je la trouve de mon goût. Grand bien leur en face, je suis convaincu que les adultes de ma vie n'avaient pas ouvertement d'agenda ouvertement misogyne en me posant cette question, mais ça demeure celle que j'ai appris à me poser lors de mes interactions avec les femmes. L'idée qu'une femme puisse vivre, avoir tout le plaisir et le succès du monde sans avoir à se soucier de mon opinion, a été un long travail de déconstruction pour moi. J'ai été chanceux d'avoir une partenaire de vie extraordinaire pour m'accompagner là-dedans. Ça crée toujours un malaise quand je dis qu'un des grands apprentissages de ma vie a été de désexualiser mon rapport aux femmes. À la lumière de la tuerie de la semaine dernière, l'idée n'a visiblement toujours pas fait son chemin. C'est d'ailleurs ce dont parle Élisabeth Lemay dans « L'été de la colère », du moins à ma compréhension. Dans son roman, l'auteur se rebelle contre ce besoin qu'elle a internalisé d'être validée par le regard d'un homme. Bien que Lemay polarise sur les réseaux sociaux, l'essentiel de son propos est, à mes yeux, plus que raisonnable. La femme n'a désormais plus besoin de l'homme pour vivre. Elle s'est émancipée. Elle n'a pas même besoin de lui plaire au sens le plus abstrait. C'est plutôt aux hommes de se mettre au diapason s'ils veulent avoir des relations avec elle. Toute colère ou violence envers les femmes, comme celle de l'assassin de Mohamed Lamine Benredouane, ne fait que renforcer le discours de Lemay. Maintenant, on fait quoi? En ce qui a trait aux relations hommes-femmes, au sens large, on arrête de ne pas se sentir concerné. On arrête de se mettre au-dessus du problème. On éradique la phrase « not all men » de son vocabulaire. On remet systématiquement en question
tous les contenus qu'on consomme, peu importe leur provenance. Ici, j'ai envie de vous donner l'exemple du film britannique Cashback, qui avait charmé la critique à l'époque. On y suit Ben, un jeune homme timide et en peine d'amour, qui s'amuse à dessiner nu les clientes du supermarché où il travaille pour chasser son spleen suite à sa rupture avec Suzy. En parallèle, il relègue bêtement Sharon, une fille qui lui est littéralement tombée dans les bras au rang de seconde option. Dans Cashback, les femmes n'existent que pour réparer Ben. Le film a beau dater de 2006. Cette mise en scène d'un jeune homme comme animal blessé à bichonner existe depuis plus longtemps encore. Plus récemment, le film d'horreur Obsession, qui a fait jaser les cinéphiles au printemps, s'est enfin mis au travail pour déconstruire ce trope. Obsession présente un jeune homme timide qui prend littéralement le contrôle de la femme qu'il désire, sans aucun égard pour elle, ses ambitions, son bien-être. Obsession décortique le mythe du jeune homme timide pour nous le présenter tel qu'il est vraiment. Une personne incapable de faire des efforts pour plaire ou se montrer vulnérable. Quelqu'un qui pense qu'une blonde lui est due. Les hommes, on a souvent tendance à vouloir régler des problèmes complexes avec des solutions simples. Celles qui ne nous en demandent pas trop. Par contre, si on veut que les femmes puissent un jour vivre sans la peur constante de se faire assassiner pour avoir osé dire non, ça prendra un véritable examen de conscience et de profonds changements. Et par-dessus tout, cessons de croire qu'on a tout compris et que pour cette raison, on est au-dessus du problème. Le changement passera par nous et pour l'instant, ça ne passe pas du tout. La misogynie n'est pas un problème que l'on réglera de sitôt. Toutefois, c'est en reconnaissant qu'elle existe, et pas seulement dans la bouche des caricatures à la Andrew Tate, que l'on parviendra à en réduire les dégâts. Comme le dit la maxime philosophique « As above, so below ». C'est en se changeant soi-même qu'on change le monde. Il existe probablement beaucoup plus que 2 formes de misogynie, mais commençons à nous attaquer à celle qui nous cible. Celle qu'on accepte intuitivement parce qu'on ne la voit même plus. C'était La 2e misogynie, une chronique de Benoît Lelièvre, parue le 1er juillet 2026 dans Urbania. Tous les aciers ne se valent pas. Un texte de la rédaction paru le 1er août 2025 dans Québec Science. Au milieu des années 1940, les essais et les explosions nucléaires ont commencé à contaminer l'air avec des éléments radioactifs. Depuis ce temps, l'acier fabriqué sur Terre est aussi contaminé car l'air est nécessaire à sa fabrication. La solution pour avoir de l'acier propre, trouver de l'acier d'avant 1945. L'acier, ce matériau si commun, ton vélo, tes broches, l'évier de ta cuisine. Pour être précis, l'acier n'est pas un métal, mais un alliage, c'est-à-dire le mélange de plusieurs métaux, parfois d'autres éléments, pour en obtenir un nouveau avec de nouvelles propriétés. Dans le cadre de l'acier, il contient principalement du fer, auquel s'ajoute du carbone, 1,8% ou moins. La plupart des aciers contiennent d'autres éléments comme du chrome ou du molybdène pour le rendre résistant à la corrosion ou lui conférer d'autres propriétés. Mais la date à laquelle un acier a été fabriqué
influence aussi sa composition. C'est que la production d'acier nécessite de l'air ou de l'oxygène pur. Or, l'air d'avant 1945 était différent de l'air d'après 1945. Pourquoi? À cause des premiers essais nucléaires. L'air normal contient un petit fond de radioactivité à cause d'isotopes qu'il contient naturellement. Le carbone 14, par exemple, qui sert notamment à déterminer le nombre d'années écoulées depuis la mort d'un être vivant, est généré en permanence en haute altitude et rend l'air qui nous entoure très légèrement radioactif. L'acier fabriqué à partir de cet air est donc très légèrement radioactif aussi. Or, dans les années 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des essais nucléaires ont eu lieu et 2 grosses bombes nucléaires ont même été larguées sur le Japon. Durant cette décennie, toutes ces explosions nucléaires ont enrichi l'air de la Terre en atomes radioactifs. L'acier fabriqué à partir de ce moment est donc un peu plus radioactif que celui fabriqué avant cette date. Cela demeure une radioactivité très faible et pour construire un vélo, ça ne change rien. Mais pour construire des appareils qui servent eux-mêmes à détecter de très faibles niveaux de radiation, c'est catastrophique. Les laboratoires de physique avancée ou les centres de recherche en médecine nucléaire ne peuvent tout simplement pas utiliser l'acier contemporain. Pour pallier ce problème, les fabricants de ces appareils utilisent, ou plutôt recyclent, du vieil acier produit avant 1945. Une des principales sources d'acier pré-atomique est une flotte de navires allemands de la Première Guerre qui avait été capturés dans une baie écossaise à la fin du conflit. Le vice-amiral qui commandait cette flotte a préféré saborder les navires plutôt que les laisser aux mains des Alliés. Et c'est là, au fond de cette baie, que les fabricants d'appareils sensibles s'approvisionnent en acier propre. On a renfloué plusieurs de ces navires et on recycle leur acier depuis ce temps. C'était « Tous les aciers ne se valent pas », un texte de la rédaction paru le 1er août 2025 dans Québec Science.